Salut YouTube, salut tout le monde. Allez, on fait le bilan du mois de juin 2024. Ce mois de juin a été terminé un peu plus d'une semaine. Et vous le savez, sur cette chaîne, j'ai pris pour habitude chaque mois, pour suivre mon évolution, pour suivre ma progression, de faire un bilan sur 3 axes. La bourse dans un premier temps. On va voir quelle a été ma performance sur mon PEA et mon compte titre. On va voir quels ont été les mouvements que j'ai faits. Ensuite, on va voir d'un point de vue immobilier, vous savez, j'ai mis un appartement en location courte durée sur des plateformes comme Airbnb et Booking. On va voir comment il a performé au mois de juin. Et on finira par mon objectif de dépenses personnelles, mon objectif budgétaire, on va dire. Je me fixe chaque mois un budget à respecter. On va voir si j'ai bien coché toutes ces cases-là. Je vous emmène sur mes écrans, c'est parti. Vamos! Allez, on enchaîne tout de suite avec ma performance en bourse sur ce mois de juin 2024. Je vais réduire ma caméra, mais vous le savez, on va commencer par regarder mon PEA puis mon compte titre. Alors attention, ici c'est la performance mensuelle, mais on est courant juillet, donc c'est la performance du mois de juillet en cours. J'en profite tout de suite pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Le fichier que vous voyez à l'écran, il est entièrement téléchargeable, il est gratuit. J'ai même fait une vidéo qui vous explique comment le télécharger, comment le paramétrer, comme vous le voyez à l'écran. Et par la suite, si vous voulez, vous pourrez le paramétrer davantage. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir un fichier de suivi. En fonction des courtiers chez lesquels on est, c'est pas forcément toujours optimal, je trouve. Moi, j'ai fait ce fichier-là, donc n'hésitez pas à le télécharger si vous en avez besoin. Et je reste disponible à travers les commentaires sous cette vidéo ou sur toutes les vidéos de la chaîne. Et je reste aussi également disponible à travers mes réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Discord. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter pour paramétrer ce fichier. Donc on va enchaîner tout de suite avec la performance sur ce mois de juin. Vous le savez, on va dans l'onglet historique et on va regarder ce qui s'est passé au mois de juin pour moi. Donc on voit que j'ai fait une performance négative, quasiment moins 1%. Moi, je ne suis pas surpris, hein. Ce mois de juin a été très mouvementé en France, hein. On l'a vu notamment à cause de l'actualité politique. On a eu des élections européennes qu'on fait naître une dissolution de l'Assemblée et avec des nouvelles élections législatives qui n'étaient pas prévues. Et ces élections, quand on a vu un petit peu les résultats, les tendances qui se dégageaient avec du RN, du Front Populaire, le parti sortant d'Emmanuel Macron qui n'était pas en majorité, je pense que tout ça a bien fait bouger les marchés. Moi, je sais que ça m'a un petit peu surpris et ça m'a fait surréagir au départ, notamment quand Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée et quand les premières estimations et les premiers résultats qu'on a eu au premier tour, c'était RN ou Front Populaire de gauche, je me suis dit, oulala, ça me fait peur sur certaines valeurs. Et on va le voir par la suite, il y a eu quelques mouvements et quelques actions qui dépendent de ça. Si je me compare aux autres gros indices mondiaux, j'aime bien me comparer au SP500. Donc après, comparer un PEA avec un SP500, ça fait pas trop de sens, mais c'est plus pour avoir un ordre de grandeur. Donc le SP500, lui, il a tracé sa route, hein, il continue, hein, plus 3,47% au mois de juin. En même temps, il n'a pas été touché par on va dire, ces tracas qu'on a connus en Europe et en France. Le CAC 40, lui, a fait une performance de moins 6,42%, donc lui, c'est normal, il a beaucoup trinqué, on va dire, il a beaucoup baissé. Donc on pourrait se dire par rapport au CAC 40 que je le surperforme assez nettement. Je vais vous montrer mon PEA, et c'est vrai que mon PEA, j'ai une poche action, mais j'ai également une poche ETF. Donc vous voyez là à l'écran, j'ai 43% d'actions, des actions qui sont 100% françaises, qui sont ici. Vinci, Air Liquide, Pharmagès, L'Oréal, Dassault, Obey, Schneider, Euronext, LVMH, Amundi, STM. Donc c'est des actions 100% françaises. Donc 43%, j'ai 46,8% d'ETF. Si on prend mes ETF, je suis exposé à 50% à un ETF SP500, donc ce sont tout simplement l'indice américain. Donc là, on est exposé, on va dire, à la croissance et au marché américain. J'ai 26% exposé à l'Europe et 23% exposé aux pays émergents. Donc, c'est sûr que quand on compare son PEA au CAC 40, bah, faudrait enlever la partie ETF SP500 qui représente quand même, on vient de le voir, hein, finalement 50% de ma poche ETF. Donc, vu que ma poche ETF c'est 46%, on pourrait tout simplement se dire que le TF SP500, je l'ai mis un peu plus bas derrière, le TF SP500 représente 25% de mon PEA. Donc, forcément, bah, vu que la performance américaine au mois de juin a été bonne, vu que mon PEA est exposé à 25% à la performance américaine, c'est normal que les moins 6% du CAC 40, je les ai moins sentis tout simplement. Donc il faut toujours prendre des pincettes et regarder un petit peu entre les lignes, voir pour quelles raisons on surperforme ou on sous-performe. Donc voilà, le CAC, il faudrait que finalement que je compare le CAC uniquement à ma poche action, uniquement à ces valeurs-là, hein, tout simplement. Voire, il faudrait que je fasse une performance juste de mon portefeuille action et que je le compare à la performance du CAC. Pourquoi pas, peut-être que ça peut être une piste pour l'avenir. Pour le moment, je le fais pas trop.
Également, j'avais eu un retour que j'ai trouvé pertinent, c'était de me comparer au CAC 40, mais avec les dividendes réinvestis. C'est vrai que moi, tous les dividendes que je touche, je les réinvestis. Mes ETF sont des ETF capitalisants. Alors, j'ai pas trouvé sur Google Finance ou Yahoo Finance les données historiques mois par mois sur le CAC dividendes réinvestis. Il faut que je cherche davantage pour voir si je les trouve. Mais effectivement, dans le tableur, si je trouve ces données-là, je pense que je me comparerai également au CAC 40 avec dividendes réinvestis, même si je pense qu'ils ont à peu près la même tendance. Et je me compare au World aussi. Mais alors, le World est à 70% composé de valeurs américaines. Donc forcément, il suit un petit peu la performance, on va dire, américaine. Donc voilà, en tout cas, c'est rassurant de voir que je suis français, que j'ai un PEA, que finalement j'ai mis une stratégie en place qui n'est pas 100% dédiée à la France. Et c'est rassurant quand même de voir que même si au quotidien en France on sent toute cette animation un peu négative que qu'on a connue pendant tout le mois de juin, finalement je me dis, je dors à peu près tranquille sur mes deux oreilles et la stratégie que j'ai mis en place est résiliente par rapport à ce qui peut se passer en France. Donc je suis plutôt content. Plutôt content. Après, j'aurais préféré faire une performance positive, mais voilà, on est content, on prend. Si on fait la performance de l'année, on l'a vu ici, hein, pour le moment, la performance annuelle est de 5,48%. C'est très bien, je trouve, à partir du moment où on est dans le vert et qu'on continue à faire grossir le portefeuille et qu'on continue à croître, c'est évidemment l'objectif. Évidemment, j'aurais envie toujours de tendre vers une performance qui est de plus en plus importante, mais chaque chose en son temps, il faut prendre son temps. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, d'un point de vue, on va regarder un petit peu ETF. Moi, sur mes ETF, vous savez, j'ai une stratégie de faire du DCA tous les mois, d'acheter. Donc ce mois-ci, j'ai acheté le 25 juin, j'ai acheté du SP500, j'ai acheté de l'Eurostoxx 600. J'ai pas acheté de pays émergents parce que je me suis fixé un objectif cible et par rapport à la réalité, j'étais encore un petit peu trop exposé aux émergents. Donc j'ai renforcé le SP500 et l'Europe et là on voit que bon, je chipote encore, mais je suis presque à l'équilibre par rapport à ma cible et j'ai presque atteint ma cible. Et c'est vrai que je pense que je me fais aussi un petit peu influencer dans le sens où les pays émergents, j'investis dessus depuis 2020, pardon, et je fais que 2,37%. On voit c'est quelque chose qui est assez plat, voire même qui a pas mal descendu dernièrement. Euh, donc du coup, c'est une question qui trotte en ce moment dans ma tête depuis un moment. Est-ce que je continue à avoir cette stratégie d'investir sur les pays émergents avec les ETF? Pour le moment, j'ai envie de dire oui, parce que ma stratégie est d'être exposé à une croissance mondiale. Et pour moi, il faut être exposé aux États-Unis parce que c'est les leaders, l'Europe, et il faut être exposé aussi, on va dire, aux pays émergents, justement. Donc peut-être qu'à terme, ça changera. Hein. Encore une fois, ce qui est valable à un moment donné, votre stratégie, elle n'est pas fixée dans le dur et elle bouge plus. Au contraire, on évolue nous-mêmes en tant que personne, par rapport à nos connaissances, par rapport à notre savoir sur ces marchés financiers. On a le droit de s'adapter et de changer. Pour le moment, je la garde. Mais peut-être, qui sait que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, j'aurai plus de pays émergents, j'aurai que peut-être qu'un BNP SP500 ou un SP500 avec de l'Europe, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je veux rester sur une exposition, on va dire, géographique avec des gros indices. Je n'ai pas envie de partir sur des ETF thématiques ou des choses un peu plus touchy. C'est quelque chose qui est très simple pour le moment, ça me fait que 3 ETF, c'est très simple à tenir tous les mois aussi. Donc, donc voilà, donc j'ai fait mon DCA au mois de juin. Sur la partie action, euh, on l'avait vu déjà, j'ai fait des vidéos, je crois, au cours du mois de juin. J'en avais fait quelques-unes, des plus courtes. Mais comme je disais, cette actualité politique a généré un peu de peur chez moi et j'ai peut-être surréagi. J'avais en portefeuille Katana. Les 3 dernières valeurs que j'avais intégrées à mon portefeuille, c'était Amundi, STM et Katana. Et en fait, suite à l'actualité un peu brûlante d'un point de vue politique, vu que ces 3 valeurs-là que j'avais, ce sont des valeurs sur lesquelles j'ai un peu moins de conviction sur du très très long terme, j'avais mis des stops de protection. Alors ces stops de protection, vous pouvez le voir là sur Bourse Direct, hein, ils sont toujours en cours. Sur STM, j'avais mis, voilà, je vendais ma position si ça atteignait le prix de 34,81 euros. Et Amundi, je vendais ma position si le prix atteignait 58,55 euros. Et sur Katana, il a touché le prix cible, donc j'ai vendu. Amundi et STM, ça n'a pas vendu, donc je suis toujours exposé à ces valeurs-là, j'en suis content. Mais Katana, on peut le voir, je l'ai vendu. On va aller regarder les actions achat-revente. Pardon, Katana, j'en avais acheté donc au mois de mars et je l'ai revendu le 11 juin. Donc voilà, j'ai revendu, j'avais mis un stop, on va dire, even, qui me garantit
de pas perdre de l'argent avec les allers-retours et les frais de courtage. Donc voilà, j'ai gagné 2,74 €, mais c'était calculé, je voulais pas perdre d'argent sur cette position-là, comme je voulais pas perdre d'argent sur Amundi et STM, mais sauf que Amundi et STM n'ont pas été touchés, donc sont toujours en portefeuille. Et il y a eu également, par contre, un petit trou d'air sur Vinci, qui moi j'ai trouvé était intéressant à renforcer. Donc si on va dans le tableau, qu'on va sur Vinci, voilà, j'ai acheté 2 actions Vinci le 11 juin. C'est une valeur que je considère très intéressante. Il va quand même falloir que je me penche un petit peu sur la politique que veulent faire le gouvernement par rapport aux autoroutes en France. Même si là, j'ai l'impression qu'en étant dans une assemblée qui n'a pas vraiment de majorité, je ne sais pas trop s'ils arriveront à mettre à terme ce qu'ils veulent. Mais voilà, il y a eu un petit trou d'air sur Vinci, moi j'en ai profité pour en racheter. Et là, dernièrement, vous avez peut-être pu le voir aussi, j'ai mis un ordre d'achat sur LVMH à 675 €. LVMH, depuis quelques temps, là, commence à baisser un petit peu. Elle continue sa baisse, il y a eu un gap baissier, donc moi je trouve que ça peut être un prix intéressant, parce que LVMH par contre c'est une valeur sur laquelle j'ai des convictions à très long terme, et je trouve que quand il y a des trous un peu comme ça, quand il y a des baisses, je trouve que parfois c'est une bonne opportunité, donc voilà. Vous le savez, j'ai un ordre d'achat qui n'a pas été exécuté, mais qui est toujours là. Je l'ai mis en cours et il est valable pendant tout l'été. Ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est que vous prenez la valeur, vous mettez un ordre d'achat à ordre limite, et avec une date de péremption quelque part, une date de fin, et votre ordre il est valable. Donc j'espère que je me ferai peut-être déclencher sur LVMH, j'aimerais bien, ça va certes augmenter mon exposition à LVMH, mais encore une fois c'est une valeur sur laquelle j'ai confiance sur du très long terme. LVMH c'est vraiment une magnifique entreprise, c'est presque un ETF elle toute seule. Et donc voilà, et pour finir sur mon PA, il y a la partie dividende. Alors la partie dividende depuis, depuis 2024, est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais. Là, en 2024, on a touché pour le moment 147 €. Donc j'ai commencé un petit suivi année après année. Donc là, on voit que je fais déjà 3% de mieux que l'année dernière. C'est pas ma stratégie principale, les dividendes. Après, quand on en touche, voilà, je les réinvestis. Ça me permet de faire grossir mon capital investi en bourse. Donc là, on est à 147,19 € sur l'année 2024. Si on va un peu dans le détail, vous le savez, j'aime bien les tableaux. Année 2024, voilà, au mois de juin, j'ai touché du dividende de la part de Amundi, donc 20,50 €. Si on regarde un petit peu en détail sur l'année, on voit que j'ai eu un gros mois de mai. Avril-mai ont été des mois assez sympas. On le sait qu'entre mai et juin, souvent, en France, c'est là où il y a les dividendes. Et puis après, je pense qu'il faudra peut-être attendre un peu la fin de l'année. Mais du coup, voilà, j'ai eu 20,50 € de chez Amundi. Amundi, qui est une entreprise qui a un beau petit dividende. Tac, 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 je vous montre. Je suis comme d'hab Amundi. Voilà, j'ai touché 20,50 €. J'ai investi 285 € sur Amundi. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. On a déjà un joli petit rendement sur Amundi. Toucher 20 € quand on investit 285 €, j'arrondis. Ça fait un petit retour sur investissement sympa. Donc voilà, ces dividendes seront réinvestis. Et voilà ce qu'on peut dire sur le PEA. On va passer tout de suite au compte titre. Donc du côté de mon compte titre, toujours sur le même fichier, vous le savez, hein. Alors, attention à ne pas se faire avoir, on est toujours sur la performance mensuelle du mois de juillet. On va aller regarder ce qui s'est passé d'un point de vue historique. Et sur mon compte titre, au mois de juin, j'ai fait plus 5,48%. Donc là, pour le coup, on peut vraiment se comparer au SP500 parce que je vais vous montrer mon portefeuille pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, voilà mon portefeuille d'actions. Je suis 100% actions sur mon compte titre, j'ai pas d'ETF. Donc j'ai du Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon, Johnson & Johnson, Visa et McDo que j'ai intégré il n'y a pas si longtemps. Bon, pour le moment, je suis en légère sous-performance, enfin performance négative. Je peux vous montrer mon portefeuille ici également, c'est chez DeGiro. Donc vous voyez, c'est mon portefeuille à l'heure actuelle. Et donc du coup, voilà, j'ai fait une performance plus importante que l'SP500, plus 2%. Je pense que ça s'explique notamment par mon exposition à Apple. Apple, voilà, aujourd'hui, Apple représente 32,3% de mon portefeuille. Alors j'ai un tout petit portefeuille sur mon compte titre, hein. Vous avez vu les sommes investies, on est à quelque chose comme 4800 €, mais j'ai 1500 de liquidité. J'avais fait un apport exceptionnel il y a quelques temps et je le garde et j'aimerais bien investir sur certaines valeurs, mais je pense que ma performance, encore une fois, sur mon compte titre est vraiment due à Apple.
Microsoft aussi également, mais à Apple, puisque Apple, depuis qu'elle a fait son annonce sur l'intelligence artificielle, alors certes, au début, elle était un peu en retard, donc le marché avait un petit peu, comment dire, déprécié Apple, parce qu'on se disait, oh là, ils sont pas trop sur l'intelligence artificielle, là, ils ont fait une annonce, et ça explose depuis. Donc forcément, c'est reparti à la hausse, donc étant donné que je suis exposé à 32% sur Apple, enfin, de base, je suis exposé à 28%, mais de toute façon, plus la valeur Apple grossit et plus elle va prendre de l'importance. Et donc, du coup, forcément, la performance d'Apple tire mon portefeuille vers le haut. Donc, c'est très agréable. Après, Microsoft continue d'augmenter. Microsoft, je suis presque à 1x2, mine de rien. J'ai Pepsi qui fait du surplace, qui baisse un petit peu. J'ai Amazon aussi, qui a pas mal explosé en ce moment, qui remonte. Donc, très intéressant. Johnson & Johnson, bon, malheureusement, j'ai une performance qui n'est pas terrible dessus. Visa, bon, ça continue son petit bonhomme de chemin. En ce moment, Visa et Mastercard, c'est légèrement vers le bas aussi. Je pense que j'avais renforcé Visa il n'y a pas si longtemps que ça. Visa, je l'avais renforcé au mois d'avril. Voilà, je pense que j'ai bien envie d'intégrer Mastercard aussi dans mon portefeuille en ce moment. Donc du coup, vu que le secteur, on va dire, est en train un peu de stagner, voire de baisser, ça va donner certainement des points d'entrée intéressants et des opportunités. Et McDo que j'ai intégré il n'y a pas longtemps. Donc du coup, voilà, c'est des valeurs 100% américaines pour le coup, hein, sur mon compte titre pour le moment. Dans ma watchlist, j'ai pas parlé de ma watchlist sur PEA, mais voilà, j'aimerais bien intégrer Mastercard et MSI. Evolution AB, je crois qu'on peut l'intégrer sur PEA. Il me semble qu'il faut les appeler Bourse Direct. On peut pas, à travers l'interface, acheter du Evolution AB, mais par contre, il faut les appeler et ils passent en ordre pour vous. Par contre, il faut faire attention. Je pense qu'il faut que je regarde, faut que je fasse un calcul de frais, parce qu'on va s'exposer à une bourse différente, à une place financière et boursière différente. Il faut que je regarde combien ça me coûte sur PEA versus combien ça me coûte sur compte titre. Mais voilà, j'aimerais beaucoup intégrer du Mastercard, du MSCI. Évolution AB sur PEA ou CTO. Google explose bien aussi en ce moment. Voilà, ce sont principalement ces deux valeurs-là que j'aimerais bien intégrer dans mon compte titre prochainement. Et vu que j'ai, comme on l'a vu, hein, vu que j'ai des liquidités, 1500. Alors attention, Mastercard coûte 400, un peu plus de 400 $. MSI c'est pareil, donc forcément, si j'en achète deux, je vais perdre la moitié de mes liquidités, mais c'est pas grave. L'objectif c'est d'être exposé à la bourse et de faire fructifier l'argent que je mets là. Hein. Le but c'est pas de laisser mes liquidités sur mon compte de Giro. Hein. Donc voilà un petit peu mon watchlist. Par rapport à mes dividendes, j'ai touché du dividende au mois de juin, un petit peu. Ouais, je vais bouger ma caméra, comme ceci, voilà. Donc j'ai touché 4,27€ en dividende au mois de juin. Alors ça paraît ridicule, hein, forcément. Mais on voit que par contre des dividendes, j'en touche beaucoup plus de manière régulière tout au long de l'année sur mon compte titre par rapport à mon PEA. Et j'ai touché, quelles sont les valeurs que j'ai touchées en mois de juin? J'ai touché du Johnson & Johnson, du Microsoft, du Visa et du McDo. Donc voilà, je sais que McDo a une belle valeur aussi qui verse un beau dividende. Donc voilà, j'ai touché un petit peu de dividende. Pareil, même état d'esprit que pour que mon PEA, pardon. Je vais les réinvestir, hein, évidemment. Ça va me servir pour investir dans des valeurs. Les valeurs qu'on a citées tout à l'heure, qui sont à la fois dans mon compte titre que je pourrais faire un renforcement tout simplement, ou dans ma watchlist. Donc voilà, il n'y a pas eu de mouvement sur mon compte titre, juste des dividendes que j'ai touchés, qui vont me servir pour investir. Les liquidités que j'ai en ce moment, qui sont assez importantes, on voit, hein, j'ai 1500 € de libre, elles ont été injectées il y a 2 mois, je crois. Au mois de mai, voilà, c'est ça, j'avais fait un versement de 1500 €. Versement exceptionnel. Donc pour le moment, voilà, le compte titre se porte très très bien. Là, on a surperformé le SP500, le World forcément aussi. On voit que si on fait la performance annuelle, pour le moment, on fait un 16%. Donc voilà, tout va bien. On continue à tracer sa route et c'est vrai que c'est agréable et on retrouve vraiment cette idée de croissance américaine, quoi. Ce sont vraiment les leaders sur le marché et on le sent, quoi. Leur boîte, c'est impressionnant quand vous sélectionnez les bonnes boîtes. On prend Apple, Microsoft,
elles ont des petits coups de mou parfois, mais le reste, la plupart du temps, elles carburent et elles montent tout droit, quoi. Donc c'est super agréable, super appréciable d'être exposé à ces valeurs-là et de faire fructifier son investissement en bourse euh, de la sorte. Passons maintenant à mon investissement immobilier locatif. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai depuis le mois de janvier 2024 mis sur des plateformes comme Airbnb et Booking un appartement pour lequel on est propriétaire avec ma femme. Et on l'a mis voilà, en location courte durée. Et un peu comme je fais pour la bourse, j'aime bien tout mesurer. Donc là, je mesure également tout ce qui se passe sur mon appartement. Sachez que cet appartement, il est géré par une conciergerie. Mais que du coup, voilà, on mesure tout, on essaye de voir un petit peu le cash flow, surtout net, le cash flow net que ça peut nous générer. Parce que l'idée, encore une fois, c'est que finalement, cet investissement immobilier, certes, c'est nous qui sommes touchés par le crédit. Hein, c'est à nous que sont imputés tous les mois le crédit à payer suite à l'emprunt qu'on a fait, ce qui est logique. Mais c'est quand même assez puissant de voir que finalement, c'est presque pas nous qui payons ce crédit-là, quoi. Donc voilà, donc faisons le bilan. Donc là, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, voilà, je le tiens tous les mois. Vous pouvez retrouver, je vous invite à faire pause si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents, mais vous pouvez le voir hein, de manière globale. Hein. C'est une année pour le moment qui est vraiment dans le vert. Et on voit au mois de juin, j'ai encore fait un taux d'occupation de 93%. Donc super intéressant. Je le répète, on est vraiment sur une zone, nous, qui mélange, enfin, où il y a beaucoup de professionnels. Et là, pour le coup, ouais, on a eu 93% de taux d'occupation, 28 nuitées au mois de juin, et finalement, j'ai eu 2 voyageurs différents. C'était 2 pros, et finalement, le deuxième voyageur, en plus, était venu pour rester 10 jours, et finalement, il restait 20 jours. Donc, plutôt agréable, parce que à la fois en termes de taux d'occupation, c'est plein, donc c'est rassurant au quotidien. Quand vous n'avez pas une multitude de voyageurs qui s'enchaînent comme ça, vous savez que vous allez payer moins de frais de ménage. D'ailleurs, le frais de ménage, je l'ai rajouté ici, chose que je n'avais pas mis avant. Et donc, du coup, encore une fois, là, j'arrive vraiment à mettre un fichier en place qui est de plus en plus précis. Donc là, voilà, le ménage, au début, je l'avais mis juste charge exceptionnelle et le ménage n'était pas pris en compte. Et donc, du coup, le ménage, je l'ai pris en compte. Je pensais qu'il était inclus dans ma facture de conciergerie parce que c'est ma conciergerie qui gère aussi la partie ménage. Et en fait, pas du tout. On a vraiment 2 factures différentes. La facture de la conciergerie plus la facture du ménage. Donc du coup, je l'ai fait apparaître ici en tant que charge. Donc voilà, on a eu, comme je disais, 28 nuits sur Booking, donc 93% occupés. Ça a généré un chiffre d'affaires de 1672 euros. Sur ces 1672 euros, la conciergerie nous prend 313 euros pour la gestion de l'appartement, donc ce qui nous fait un cash flow brut de 833 euros. Et après, auquel il faut évidemment enlever nos charges. Donc on a l'assurance habitation qui est fixe tous les mois, on a les frais d'internet qui sont fixes, l'électricité qui sont fixes. Alors on va peut-être avoir une régule à la fin de l'année, ça peut être la bonne comme la mauvaise surprise. D'ailleurs, on penche plutôt du côté de la mauvaise surprise que de la bonne. Souvent avec l'électricité, on ne sait pas trop comment nos voyageurs consomment. Est-ce qu'ils vont, un peu exagérer sur le chauffage, voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, il faut qu'on se penche sur la question. Je pense que à la fin de l'année, quand on fera un bilan, peut-être que le poste électricité, ça sera quelque chose qu'il faudra qu'on mette à jour et qu'on essaye de mieux contrôler. Je sais qu'aujourd'hui, on peut contrôler un petit peu à distance ces chauffages. Donc, pourquoi pas, ça peut être une piste. Alors l'eau, c'est à 0 depuis le début de l'année parce que, en fait, on est facturé tous les 6 mois. Donc là, on devrait peut-être avoir une facture d'eau qui va arriver là, au mois de juillet, pour les 6 premiers mois de l'année. Donc on va voir un petit peu comment ça se lisse dans le mois. Enfin, sur l'année, pardon. Et ménage plus charge exceptionnelle, donc voilà, ça c'est les ménages, en fait, pour être complètement transparent avec vous. À chaque fois que la personne vient faire le ménage chez nous, elle nous prend 55 euros. Nous, on a un appartement avec 3 chambres, donc forcément, voilà, c'est un appartement qui fait 75 mètres carrés. Voilà, c'est à peu près 55 euros le ménage, pour être transparent. Donc vous voyez, là, il l'a fait 3 fois ce mois-ci. Donc ça nous coûte 165 euros. On n'a pas eu de charge exceptionnelle, donc 165 euros. Donc finalement, la somme des charges représente 338 euros, ce qui nous fait finalement un cash flow net à la fin du mois de presque 500 euros. Donc on est à 494 euros. Et on voit que si on fait le cumul depuis le début de l'année, on arrive à avoir un cumul positif qui dépasse les 3000 euros maintenant. Donc c'est plutôt intéressant. Si on se dit qu'à la fin de l'année, on continue sur cette tendance-là, on a 6 mois, on a fait 3000 euros de positif.
Si on arrive à faire 6 000 euros, enfin 6 000 euros en tout à la fin de l'année, c'est quand même très intéressant. Alors évidemment, c'est de l'argent auquel on ne touche pas, parce que si demain il y a quelque chose qui arrive par rapport à la copropriété, s'il y a un dégât dans l'appartement, s'il y a un ravalement de façade, ce genre de choses, vous voyez. Donc ça, c'est de l'argent vraiment qu'on laisse de côté, évidemment, et qu'on ne touche pas. En tout cas, au début, hein. Ça se trouve, on n'aura pas le même discours dans plusieurs années, mais voilà. On essaye un petit peu comme on essaye dans son budget au quotidien d'avoir un peu une épargne de précaution. Là, on fait à peu près la même chose sur la partie LCD. Donc voilà, très content, très heureux. Là, vu qu'on est un peu début juillet, je sais que début juillet, là, pour le moment, on est à peu près à 50% de taux d'occupation sur le mois de juillet. Alors des fois, ça peut changer parce qu'on a des annulations. Des fois, nous, typiquement, hein, notre appartement, souvent les gens le réservent, parce que ce sont des pros, 4-5 jours à l'avance, quoi. Ils savent qu'ils ont un déplacement, ils ont besoin d'un logement, bim, ils réservent. On a un peu de tourisme là sur juillet, on le voit, je le vois à travers les messages que j'ai, à travers les applications. Ils réservent eux longtemps à l'avance. Mais je sais que sur juillet, pour le moment, on est à peu près à 50% d'occupation, de réservé. Sur août, on est pour le moment à quasiment la moitié du mois aussi, presque 3 semaines. Donc c'est agréable parce que sur ces mois-ci, vu que nous on a une clientèle qui est très orientée professionnelle, potentiellement on s'attend à avoir une baisse d'occupation. Parce que les pros sont en vacances, hein, juillet-août. Mais par contre, les nuitées sont plus chères. On est quand même dans une région où moi j'habite proche de la mer, donc finalement c'est une ville qui est à 10 minutes de chez nous, donc elle est également elle aussi proche de la mer. Elle est moins chère que les stations balnéaires les plus cotées du coin, donc du coup ça permet à certaines personnes de quand même venir en vacances et d'être à 10 minutes de la mer, des coins un petit peu prisés, mais d'avoir un budget nettement plus modéré, moins cher. Donc on profite quand même de cette saisonnalité des vacances qui nous permet d'avoir un prix à la nuitée qui est plus élevé qu'au reste de l'année. Donc finalement, avec un taux d'occupation moindre, on va quand même, je pense, rentrer dans nos frais et quand même dégager du cash flow net et positif. Donc voilà, mois de juin dans le vert, on est content et on espère, voilà, on voit que depuis le début de l'année, hein, il y a eu les 2 premiers mois qui étaient qui étaient rouges, pardon, et depuis on fait des très bons mois et c'est très agréable et pour le moment on touche du bois parce que ça se passe plutôt bien, donc la suite au mois de juillet là-dessus. Et maintenant, on va terminer par, vous le savez, par le budget. Alors moi, c'est quelque chose que je me fixe tous les mois. Je me suis fixé voilà, un budget chaque mois. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne que je mets au-dessus où je présente un petit peu notre mode de fonctionnement avec ma femme, comment on budgétise toutes nos dépenses au quotidien, tous nos frais, toutes nos charges, et comment on s'organise pour essayer de pouvoir bien vivre et de pouvoir également épargner chacun de notre côté pour nous-mêmes de manière individuelle, chacun de notre côté, mais également par rapport à la famille, par rapport à nos enfants. Donc voilà, je vous laisse aller voir la vidéo, mais voilà, sachez qu'au mois de juin, j'ai rempli mon objectif parce que chaque mois, je me fixe un objectif de 285 euros de dépenses personnelles que je dépense un peu comme je veux dans les postes comme vêtements, resto, autres, web et jeux vidéo. Et ce mois-ci, j'ai dépensé 210 euros, donc j'ai un petit surplus de 75 euros. Hein. Donc c'est cool, j'ai encore validé mon objectif de dépenses personnelles et je rassure les gens, hein, c'est pas en me serrant la ceinture ou en me privant de quoi que ce soit. Donc ça encore une fois, je pense qu'avec le temps, je vais pouvoir l'affiner et peut-être que je pourrai davantage plus épargner pour plus investir, c'est vraiment l'objectif. Hein. Là, on voit que j'ai un solde qui est assez gros par rapport à d'habitude. Alors pourquoi j'ai un solde si gros que ça? C'est parce que moi, en fait, au mois de juin, dans mon entreprise, ce qui se passe moi dans mon entreprise, c'est que je suis payé pas sur 12 mois, mais j'ai un salaire qui est allé sur 13,58 mois. Et au mois de juin, je touche mon 0,58. Et au mois de novembre, je touche mon 13e mois. Donc en fait, au mois de novembre, j'ai un double mois, et au mois de juin, j'ai 1,58 mois. Donc ce qui fait que forcément, le salaire étant beaucoup plus important, il me reste un solde beaucoup plus important également. Mais l'objectif, c'est pas parce que j'ai un salaire qui est plus important que je vais changer l'objectif. L'objectif reste le même, c'est 285 euros par mois. J'ai dépensé 210 euros, je suis en surplus de 75 euros. Donc c'est cool, je suis content, ça veut dire que voilà, j'ai réussi à tenir mon objectif. Donc ce mois-ci, évidemment, là, le taux d'épargne il est un peu faussé parce que le solde est énorme. Hein. Mais je sais que voilà, je sais que j'ai rempli mon objectif de budget, de dépenses budgétaires. Je sais que forcément, là j'ai touché un peu plus, mais comme je dis, vu que je lise tout sur l'année, ça reste
ça reste dans les petites cases qu'on a prévues, et je fais toujours mon investissement en bourse, toujours mon épargne de précaution, toujours notre épargne de précaution familiale également. Donc tout est en, tout est en phase, quoi. Et encore une fois, je suis plutôt content. Et on voit que sur le début de l'année, finalement, bah, j'ai eu 2 mois où j'étais dans le rouge, mais de très peu. Et il y a des mois vraiment où je suis vraiment nettement au-dessus, hein, 172, 91 euros. Donc là, j'avais dépensé un peu plus, mais tout en restant dans mon objectif. Et là, 75 euros. Donc, encore une fois, ça va être amené à, comment dire, à faire un petit bilan à la fin de l'année pour être amené à justement à ajuster, à piloter un petit peu en live. Mais voilà, je suis content parce que ça me permet, voilà, encore une fois, d'épargner de temps en temps si j'ai besoin, d'envie de faire un petit virement supplémentaire, bah, je le fais. Euh, et voilà, et je coche l'objectif que je me suis fixé. Et je trouve que c'est important de, voilà, d'avoir des objectifs, de s'y tenir, de les mesurer, de les matérialiser. Comme je dis, il faut tout mesurer pour tout optimiser. Je le dis souvent dans mes vidéos. Et donc voilà. Donc je suis ravi de voir que ce mois de juin a été, d'un point de vue dépenses personnelles et budgétaires, a été nickel et termine dans le vert. Donc très content. Et de manière globale, très content de ce mois de juin sur l'ensemble de mes postes, hein, que ce soit sur la bourse, que ce soit sur, sur l'immobilier ou sur les dépenses. On voit que même si la bourse, j'ai fait une performance légèrement négative, il n'y a rien de dramatique. On continue à investir, on continue dans le bon sens, quoi. On continue à mesurer les choses. Certes, on l'a vu, hein, en bourse, j'ai peut-être un peu surréagi. Je pense que si on ferait le jeu, j'ai vendu Katana. Je pense que Katana aujourd'hui est peut-être revenu au même prix que je l'avais vendu. Katana, c'est pourtant une valeur que je trouve très intéressante. Euh, Malheureusement, elle a été touchée. Bon, moi, c'est ma sérénité. C'est ma façon de gérer mon portefeuille au quotidien. Je pense qu'on est tous des personnes différentes. On a tous nos émotions, nos sensations, nos ressentis. Et le principal, je trouve, c'est que chacun arrive à mettre en place un investissement qui lui convient par rapport à son contexte personnel, par rapport à sa psychologie, par rapport à sa personnalité. Euh, et pas copier ce que font les autres forcément, et essayer de gérer au quotidien un petit peu, voilà, comme on le ressent pour pouvoir vivre de manière sereine au quotidien ces investissements. Et encore une fois, là, j'ai peut-être fait une erreur. Je sais pas si j'ai fait une erreur sur Katana en vendant. J'avais pas vendu immédiatement, j'avais mis des ordres stop qui ont été déclenchés. Euh, Peut-être que ça a été une surréaction, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de me protéger. Et peut-être que dans le papa investi dans 3 4 ans, si des élections législatives repopent comme ça, un peu de manière inconvenue, euh, et qu'il y a un imprévu comme ça qui arrive, peut-être que je gérerai plus facilement en me disant: ah oui, rappelle-toi, en 2024, tu avais fait ceci, mais finalement, le marché avait assez facilement timé la chose et c'était pas dramatique. On avait eu une petite baisse, puis c'était reparti. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on met en place avec le temps. Mais voilà, l'objectif, c'est voilà, mesurer tout ce que vous faites. Moi, je trouve que c'est vraiment primordial parce que derrière vous pouvez optimiser. Si vous mesurez, vous pouvez optimiser, vous pouvez arbitrer, vous pouvez voir ce qui va pas, vous pouvez voir ce qui va. Et forcément, c'est plus facile après à mettre les bonnes choses en place, celles qui vous font quelque part gagner de l'argent, parce que quand on investit, c'est pour avoir un retour sur investissement qui est positif. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à mesurer. Et je termine par cette page-là, ça fait quelques secondes qu'on est dessus, vous le savez, c'est ma page personnelle, elle est aussi en description. Ça vous permet d'avoir accès à mes réseaux. Vous avez des liens qui renvoient vers mes réseaux pour me contacter. Vous avez le lien vers le fichier qu'on a vu. Vous avez des offres de parrainage. Bourse Direct, c'est mon courtier pour mon PEA. Et de Giro, c'est mon courtier pour mon compte titre. Alors, c'est des offres des fois qui bougent. Elles ne sont pas forcément tout le temps à jour ici dans le texte. Mais voilà, il y a toujours des offres de parrainage. Si jamais vous voulez vous lancer en bourse, n'hésitez pas à profiter de ces offres-là. Moi, je gagne des frais de courtage tout comme vous. N'hésitez pas, encore une fois, à venir discuter avec moi en message privé si vous avez besoin d'aide. Vous me posez une question, j'ai la réponse, je vous réponds. Je ne sais pas, je cherche. Et on avance ensemble. Comme on dit souvent, ensemble, on va plus loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Laissez un commentaire sous la vidéo. Dites-moi quelle a été votre performance au mois de juin. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur le fichier, sur l'investissement en bourse. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois et portez-vous bien d'ici là. C'était Papa Investi. Vamos!